Je trouve qu'on est chanceux parce que il est bien plus dense et bien plus qualitatif qu'il ne l'a été l'année dernière, alors que la conjoncture reste la même, c'est-à-dire elle est difficile pour les organisations, les budgets sont difficiles à réunir. Cette année, l'année dernière, j'avais eu moi une enveloppe qui avait été diminuée de 8 000 euros, qui n'a pas été réévaluée cette année, donc je faisais avec une enveloppe toujours réduite, et pourtant on a eu la chance, on a la chance d'avoir un plateau qui est bien plus dense, bien plus qualitatif, avec quand même trois athlètes qui ont été médaillés mondiaux, avec les deux derniers championnats, enfin les deux derniers non, les champions du monde junior et senior 2010 de cross-country, Ebouya et Ndiku. Je pense que cette année on n'a pas à se plaindre. Au niveau mondial, au niveau français, c'est mieux encore avec quasiment les deux équipes de France, hommes et femmes, des derniers championnats d'Europe. Alors, pour être honnête, ça s'est un petit peu déshabillé au dernier moment. Bon, par exemple, Driss Elimer nous a quittés cet après-midi, la veille du cross, donc parce que il est revenu il est revenu du Maroc avec une petite, comment dirais-je, il a pris un mal de gorge qui a mal tourné, donc il est rentré se soigner. On a eu aussi quelques blessures avec bon, des absences de maillot dans la dernière semaine, par exemple. Mais bon, la présence de Shadi, d'Amdouni, de Mefta font que, bah, effectivement, on a les locomotives actuelles là, du fond et du demi-fond. Chez les femmes, bon, la présence de Duarte, de Bardel, notamment, bon, nous font dire que bon, le plateau il reste correct chez les Français. Enfin, on n'a pas à se plaindre par rapport à ce qui s'est fait depuis le début de saison. Comment tu expliques justement que ça soit quasiment depuis quelques années une répétition des championnats de France ou une redite quasiment des championnats d'Europe? Une question de date d'abord. Euh, Historiquement, on est venu se placer. Alors, ça a un peu évolué là, dans ces dernières années, mais sinon, on était historiquement un mois et demi avant les championnats de France. Donc, il est clair que quand un athlète avait des ambitions pour la fin février, début mars, s'il n'était pas prêt au Mans, c'est qu'il aurait quelques difficultés à vraiment exister. Donc, ça nous a sûrement servi. Ensuite, ce qui nous a servi aussi, notamment pour, pour prétendre, comme on l'a fait, être un véritable championnat de France chez les femmes, c'est qu'on a été les premiers à avoir une politique d'égalité, à proposer une grille as-homme, as-femme qui était égalitaire. Ça, les femmes nous en ont été reconnaissants. C'est vrai qu'elles ont joué le jeu. À une époque où on a été là aussi parmi, enfin, je dirais pas des pionniers, mais on a été parmi les premiers à dire aussi, bon, écoutez, les grilles, les primes de notoriété, les primes de départ, non, c'est pas possible. D'abord parce que vis-à-vis de l'URSSAF, on a des devoirs qui sont extrêmement pénalisants sur le plan financier. Et puis deuxièmement, bon, nous, on souhaite que notre cross soit un cross qui soit ouvert au plus grand nombre. Donc, historiquement, on a toujours tenu à inviter gratuitement des athlètes qui étaient même au 4e, au 40e ou 50e rang au championnat de France. Et avoir cette ambition-là, c'était forcément demander aux athlètes de pointe, c'est-à-dire vraiment à la crème du cross français, de dire bah, faites un effort. Quand ailleurs, à l'époque, on vous offrait 20 000 francs, bah non, si nous, on va vous en offrir que 10 000, voire 7 000. Bon, si vous refusez, on le comprendra, mais nous, avoir une ou deux têtes d'affiche et puis derrière un cross squelettique, non, désolé, c'est pas notre stratégie. Donc ça a toujours été notre discours. Et c'est pour ça que dans un paysage qui s'est aussi beaucoup éclairci, et alors aujourd'hui, bah, on fait, j'ai lu quelque part que un de mes confrères avait parlé de dernier des Mohicans. Oui, on fait un peu office de dernier des Mohicans dans un calendrier qui s'est réduit comme une peau de chagrin. Et puis, ce qui nous permet de peut-être aussi d'avoir cette fidélité des athlètes, c'est que je pense qu'on a, depuis l'origine, eu une image d'accueil, comment dirais-je, de service à l'athlète, dont ceux-ci nous ont toujours été redevables. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui viennent depuis 10 ans, très régulièrement, qui ont peut-être plus le niveau qu'ils avaient,
mais que je continue à inviter par fidélité, par amitié, et ces gens-là viennent et ils sont toujours là. Et je pense qu'autour d'eux, quand ils en parlent, bon, le Cross du Mans, ça doit pas forcément être une mauvaise maison. 1982, 2012, ça fait 30 ans. 1981. La première édition du Cross, ça a eu lieu en décembre 81. Et on a sauté un millésime, donc il n'y a pas de millésime 82 puisqu'on s'est déplacé dès la deuxième édition en janvier. Donc on a décembre 80, janvier 83 et voilà, toujours à cette place à la mi-janvier. Et dans cette période de 30 ans, si tu veux ressortir 2-3 grands souvenirs, faits marquants de toutes ces éditions? Bon, moi j'ai une tendresse pour un garçon comme Thierry Pantel. Parce que à sa première participation, il y a une image qui est restée gravée longtemps dans les comment dirais-je, dans les souvenirs de famille du cross. C'est sa deuxième place, main dans la main avec Jean-Yves Béraud, le racingman Jean-Yves Béraud. Devant, il y avait eu, je crois, je me demande si c'était pas Paolo Guerra qui était devant. Et ils étaient arrivés c'était deux minots à l'époque, hein, puisque Thierry explosait tout juste au plus haut niveau. Et puis derrière ça, il nous a gagné 3 crosses quand même, dont 2 consécutifs, l'année d'après et puis en 89. Ça, c'est un souvenir. Après, qu'est-ce que je garderai comme souvenir avoir vu un bonhomme comme, c'est pareil, Daniel Common, qui était absolument inconnu, là, qui était gamin à l'époque, il était junior, qui avait survolé le cross, mais avec une classe éclatante. Il avait mis 700-800 mètres, je crois, au second. On était tous là à regarder ce gamin là, en se disant putain, je suis là. Et l'année d'après, il explosait les records du monde. Enfin, il a dominé. Bon, il a connu une fin tragique. Il n'est pas mort. Mais enfin, c'est vrai qu'il a sombré dans l'alcoolisme. C'est assez pitoyable pour lui. Mais bon, ça fait partie aussi des souvenirs. Après, bon, j'en citerai un troisième quand même parce que je l'oublie jamais. C'est Driss Elimer. Là aussi, j'ai une tendresse pour lui parce que, d'une part, parce qu'il a éclaboussé le cross de son talent avec 3 victoires lui aussi. Ça a été le premier Français à signer cette performance. Parce que j'ai dit tout à l'heure Pantel 3, non mais c'était que 2 pour Thierry, excusez-moi. Ma mémoire commence à me jouer des tours. Et Driss, là c'est pareil, tout part d'une première aventure au Mans qui a été assez particulière. Sa première participation, c'était avec la Légion étrangère. C'était la première fois que la Légion venait ici. Donc c'était plutôt encadré, c'était plutôt militaire. Alors ils étaient venus à une quinzaine. À l'époque, l'adjudant avait dit bon, on va faire notre sélection pour les championnats du monde militaire, on va la faire chez vous. Et on vient à 15. Et je lui ai dit écoutez, 15, vous êtes gentil, mais moi, surtout que ça avait été assez tardif, je dis moi, je ne peux pas vous loger avec le reste du plateau. Donc on a un centre d'hébergement municipal qui est à 400 mètres. Bon, vous viendrez manger avec nous, mais vous logerez là-bas. Et donc ils sont arrivés, hop. Alors il y avait 15 bonhommes là qui écarquillaient un peu les yeux, puis on leur a dit non, là c'est pas le Novotel, vous c'est là-bas au centre d'hébergement. Et puis ils sont partis, puis je vois arriver une demi-heure, 3/4 d'heure après un bonhomme que je connaissais pas, qui s'appelait Driss Elimer, et qui me dit mais moi ça va pas le faire, hein. Voilà, non, je vais pas aller, je passe ma vie dans la caserne, je vais pas rester là. Donc on a discuté un peu, puis j'ai dit écoute Driss, on se connaît pas et tout, je peux pas cette année, je peux pas faire un cas d'espèce avec toi quand tu vas, je vais laisser 14 bonhommes là-bas, mais je te fais une promesse, c'est que la prochaine fois que tu reviens, ça sera l'année prochaine j'espère, t'inquiète pas, tu seras comme les autres et tu seras particulièrement bien soigné. Et si vous en parlez avec Driss, bon, je pense que le Cross du Mans pour lui aussi c'est un rendez-vous qui surpasse tous les autres rendez-vous qu'il a pu avoir sur le circuit français. Il y a une espèce d'histoire d'amour entre nous et il nous l'a bien rendu parce que il jouit dans le public du Bois de l'Épau, là, le public du Mans, d'une cote de popularité qui, je pense, ne se démentira jamais, même si aujourd'hui, bon, il est un peu moins performant certaines années qu'il a pu l'être. J'ai en parlé avec lui ce matin. Sur ces 10 dernières années, je crois qu'il a gagné. Il a été 8 fois le meilleur Français du plateau. Il a gagné donc 3 fois, mais 8 fois, ça signifie quelque chose. Hein. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce bonhomme-là. Voilà un peu ce que je retirerais, peut-être. Après, derrière, il y a quoi ? Il y
Bon, quand on a 15 000 classés à l'arrivée, comme ça a été dans les meilleures années des années 90, bon aussi, j'avoue que moi, les bras m'ont tombé un peu. Je disais vraiment, on a mis quelque chose en place qui était assez exceptionnel. Après, il y a les souvenirs d'années neige. C'était en 85, je crois, où cette année-là, c'était notre première année neige. Et euh, c'est Jean-Louis qui gagne. Enfin bon, l'étoile des neiges pour un garçon qui venait de la Réunion, mais ça avait été un des titres de West France le lendemain. Ça avait été une belle image, ça aussi. On en avait profité d'ailleurs cette année-là parce qu'il y avait quand même 30 cm de neige sur le terrain et puis le samedi matin il faisait -20. On en avait profité pour faire dans la foulée du cross, donc dans la semaine d'après, le premier championnat de la Sarthe de ski de fond. Voilà, ça fait